Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Peugeot E308 restylée et améliorée. Cet essai vous est proposé par Arval, offre de leasing pour professionnels et particuliers. Et les solutions de recharge simples et performantes de Total Energy, à vos côtés chez vous, au travail et partout sur la route. Dans un marché de la voiture électrique toujours plus concurrentiel et dans lequel les évolutions techniques sont extrêmement rapides, eh bien se faire remarquer n'est pas toujours évident, certainement quand on n'est pas un SUV. Peugeot a décidé donc d'offrir à sa berline 308, version berline et version break, une mise à jour plus que la bienvenue, mise à jour esthétique mais également technique. Au-delà des aspects esthétiques qu'on évoquera dans un instant, eh bien les modifications sont donc également techniques avec pour la version 100% électrique E308, une augmentation de l'autonomie d'une trentaine de kilomètres, c'est déjà ça de prix. Alors quelles sont les qualités mais également les inévitables défauts de cette Peugeot E308 ? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant non pas 2 heures ou une demi-journée, mais bien une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera la semaine prochaine. Dans quelques jours, le premier trajet, ensuite le grand essai de l'une des stars de cette année 2026 dans le segment des SUV familiaux. Il s'agit de la BMW iX3. BMW iX3 qui pour l'instant arrive avec une première version 4 roues motrices qui envoie un maximum de puissance. On aura une version propulsion dans le courant de cette année également avec moins de puissance et puis certainement un tarif beaucoup plus accessible. Alors que vaut cette BMW iX3 ? Eh bien on le saura dans quelques jours. Grand essai donc sur Charging Station. La semaine prochaine, d'autres essais tout aussi électrisants arrivent durant les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous en parle tout à l'heure à la fin de la vidéo. À l'extérieur, le style est résolument plus moderne, plus dynamique, encore plus félin par rapport à la 308 de 2021. À l'avant, la calandre s'illumine, tout comme le logo Peugeot d'ailleurs, c'est une première. Les 3 griffes intégrées dans les phares confirment au premier regard qu'on est bien en présence d'une Peugeot. Et originalité, ce n'est pas un bandeau LED qui relie les phares comme trop souvent aujourd'hui, mais bien un prolongement des griffes qu'on retrouve dans les phares, c'est bien vu. L'ensemble est vraiment réussi, la partie inférieure est elle aussi très expressive et l'ensemble donne à cette 308 revisitée une belle présence. À l'arrière, les choses évoluent, mais de manière plus subtile, avec par exemple les griffes lumineuses qui sont maintenant de série sur toutes les finitions dans les feux. Et vous, que pensez-vous de la ligne de cette 308 revisitée ? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Techniquement, concernant cette Peugeot 308 version 100% électrique, eh bien on a une seule configuration avec sous le capot, on le voit bien d'ailleurs sous le capot, un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui entraîne donc évidemment les roues avant. C'est une traction, puissance développée 156 chevaux pour un 0 à 100 réalisé en 9 secondes et 3 dixièmes pour la berline, 9 secondes et 5 dixièmes. Pour la version break, on comprend d'emblée qu'on n'est pas sur une fusée, mais est-ce suffisant au quotidien ? Eh bien je vous parlerai agrément de conduite au quotidien tout à l'heure quand on sera sur la route. Concernant le poids de cette version 100% électrique de la 308, eh bien on sera sur 1749 kg sur la berline et un petit peu plus sur la version break, ce sera 1783 kg. Il n'est pas possible de tracter une charge avec cette voiture. Par contre, vous pouvez quand même fixer un porte-vélo sur la boule d'attelage disponible en option et dans ce cas-là, eh bien vous pourrez porter des vélos jusqu'à 80 kg. Entre les 4 roues, sous le plancher, la batterie NMC qui équipe cette version 100% électrique de la Peugeot 308. NMC pour nickel, manganèse, cobalt, ça c'est pour la chimie. Une batterie NMC avec laquelle vous allez pouvoir recharger au quotidien à 80% pour préserver la batterie puisqu'on a une chimie NMC et occasionnellement à 100% en prévision d'un long trajet évidemment, le tout en respectant les consignes du constructeur. L'autonomie maximale pour chaque version varie, vous le voyez légèrement en fonction du niveau d'équipement et notamment des jantes, puisqu'on le rappelle, des jantes plus grandes pèsent davantage sur la consommation et donc sur l'autonomie. Avec cette version SW en finition plutôt haut de gamme, on est sur la finition GT, l'avant-dernier niveau de finition, on est sur 426 km sur papier, mais combien dans la vraie vie ? La réponse tout à l'heure sur la route et la surprise, elle a été plutôt bonne.
La trappe qui renferme les connecteurs de recharge, elle se situe à l'arrière du côté droit, vous le voyez ici, très bien intégré dans les courbures de la carrosserie. Et quand on ouvre la petite porte, eh bien on constate directement accessible qu'il y a le connecteur de type 2 en partie supérieure. Grâce à ce petit joint qu'on a ici, on n'a pas de cache à devoir retirer. Et ça, c'est vraiment pratique au quotidien puisque c'est le connecteur qu'on va utiliser le plus régulièrement. Connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Et pour passer de 20 à 80% de capacité de batterie sur le courant alternatif, comptez 3h35. 3h35 pour le 20-80%. Mais ça, à la limite, ça n'a pas grande importance, puisque quand vous rechargez sur le courant alternatif, vous rechargez, comme on dit, en temps masqué. C'est-à-dire que vous n'attendez pas, évidemment, 3h35 à côté de la voiture qu'elle recharge. Vous allez recharger soit chez vous, soit sur votre lieu de travail. Autrement dit, pendant que vous êtes à la maison, pendant que vous dormez éventuellement, ou pendant que vous êtes en train de travailler. 3h35 donc pour le 20-80, attention, pas le 10-80. On parle également du 20-80 sur le courant continu, et ça c'est beaucoup plus important parce que ça veut dire que vous êtes en train de recharger durant un très long trajet. Vous attendez précisément à côté de la voiture ou en buvant un petit café que la voiture soit chargée. Et là pour le 20-80, le constructeur communique sur 32 minutes. Ce qui veut dire que pour le 10-80, on serait encore un petit peu au-dessus. Ça commence à faire un peu beaucoup. Une fois encore, si c'est 2 fois sur l'année, ça n'a pas grande importance. Si c'est toutes les semaines, c'est plus compliqué et d'autres font beaucoup mieux avec des recharges beaucoup plus rapides. Donc à vous de voir si c'est un frein pour vous ou pas. 32 minutes pour passer de 20 à 80%. J'ai voulu vérifier pour vous. Regardez. Me voici arrêté à un hub de recharge Total Energy que j'ai pu localiser grâce à l'application Charge Plus de Total Energy. J'ai ma carte Charge Plus et je vais pouvoir lancer la session de recharge. Écoutez, je suis à 20%, ça tombe bien, 20-80%, 32 minutes en théorie avec cette voiture. En théorie, ok, mais moi je vis comme vous dans la pratique. Qu'est-ce que ça va donner? La réponse maintenant. Pour lancer la recharge, comment ça se passe? Alors si vous n'avez jamais eu de voiture électrique, eh bien je vous l'explique. La petite carte, vous la passez simplement ici sur le petit badge. Voilà. Vous choisissez votre connecteur et vous chargez. On est à 20%, il est 14h41, vous ajoutez 32 minutes. Est-ce que ça va le faire pour atteindre 80%? La réponse dans quelques secondes. Alors, 14h48, on est à 32% de capacité de batterie. On a récupéré 12% donc en 7 minutes, c'est ça, si je calcule bien. On va aller voir du côté de la borne. Une borne qui propose jusqu'à 300 kW de puissance, c'est largement plus qu'il n'en faut pour cette 308 100% électrique. Alors, voyons au niveau des sessions actives ce que ça donne. Celle-ci. Alors, on rappelle que c'est 100 kW maximum, donc elle est montée très très haut, enfin très très haut, un peu en dessous de 70. Et puis là, on a quelque chose plutôt en dents de scie, ça a plutôt tendance à diminuer d'ailleurs. On est maintenant à 55 kW, c'est pas très très rapide. Est-ce que ce sera suffisant pour tenir les engagements? Je ne mettrai pas ma main à couper, comme on dit. Bon, 15h13, c'est dans 6 minutes. Autant vous dire qu'on est à 61%. Je doute fort qu'on soit à 80% dans 6 minutes. Et si on regarde les détails de la charge, eh bien, ça ne fait que diminuer au niveau de la puissance. C'est pas très, très encourageant tout ça. On est maintenant à 40 kW seulement de puissance, alors qu'on est qu'à 61% là maintenant de niveau de batterie. Bof, bof. 15h13, on est donc à 32 minutes, 15h14 même maintenant, et nous sommes à 68% de capacité de batterie. Il manque encore 12%. Aïe, 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 aïe. Donc là, au niveau de la recharge, on n'y est pas du tout malheureusement. Pourtant, il fait pas si froid dehors, il fait 20 degrés à l'extérieur. Donc on est dans des températures tout à fait idéales. C'est pas terrible, tout ça, c'est pas terrible. 15h23, ça fait donc 42 minutes que je suis là. 42 minutes pour un 20-80%, ça fait quand même beaucoup. 15h24 maintenant, bon, heureusement on y est presque. 79, 79, encore un petit pourcent. C'est assez long, je vais pas vous le cacher. Voilà, 15h24, 43 minutes au final pour passer de 20 à 80%. 43 minutes, c'est énorme, on va pas se mentir. Oui, parce que c'est 43 minutes qui sont pas dans les pires conditions non plus. Il fait 20 degrés, 21 degrés maintenant à l'extérieur. Bon, a priori, on n'est pas sur des températures ultra froides ou ultra élevées. 43 minutes finalement, c'est gigantesque. Alors, bien sûr, je le répète, si vous chargez
une fois de temps en temps sur le courant continu, bon, passe encore. Si c'est très régulier, ça va devenir compliqué. Sur la borne la plus loin, il y a une demoiselle qui visiblement n'a pas de chargeur chez elle, ni au travail. Elle doit recharger systématiquement sur un chargeur comme celui-ci, un chargeur DC, courant continu. Donc là, évidemment, si vous avez une recharge lente, heureusement c'est pas son cas, mais si vous avez une recharge lente, ça va être extrêmement contraignant au quotidien. Si par contre vous rechargez à quasi 100% sur le courant alternatif au travail ou à la maison, ça sera sans doute un peu moins problématique, mais bon, le résultat, il est quand même là. Cette voiture, définitivement, elle charge pas très vite, même dans des conditions qui sont proches de l'idéal. Notez enfin, et c'est une nouveauté, que cette voiture est désormais compatible V2L, c'est-à-dire qu'à partir du port de recharge, moyennant branchement d'un adaptateur disponible en accessoire, eh bien vous allez pouvoir alimenter les appareils électriques externes, et ça c'est toujours extrêmement pratique. Beaucoup moins chouette par contre, c'est la pompe à chaleur qui n'est de série que sur la finition haut de gamme GT exclusive, donc même pas sur cette version GT, et ça c'est un petit peu mesquin et un peu dommage. L'ouverture du haillon, elle est électrique avec fonction main libre uniquement en finition supérieure GT exclusive et uniquement sur la version break SW. La capacité du coffre 361 litres avec banquette arrière fractionnable 2 tiers, 1 tiers en place sur la berline et 505 litres avec la banquette arrière fractionnable 40-20-40 rabattable depuis le coffre en place sur la version SW. Dans le coffre, on va retrouver précisément à droite la commande de basculement de la partie de droite de la banquette, une prise 12 volts, le petit éclairage et en partie basse un élastique de retenue dans la petite alcôve. À gauche, la commande de basculement de la partie de gauche de la banquette, un petit crochet toujours pratique et puis une autre alcôve avec là un filet de retenue. Sous le plancher affleurant par rapport au seuil de chargement, un espace compartimenté. Sous le capot, pas de frunk malheureusement, les câbles devront donc trouver une petite place dans le coffre. Le premier bémol avec cette voiture, ça y est, on y est quand on s'installe à l'arrière, c'est le relatif manque de place. Alors relatif pourquoi ? Parce que je mesure 1m90, 1m90, le siège avant est réglé pour moi et forcément du coup à l'arrière, 1m90 devant et derrière, ça fait un peu beaucoup et donc j'ai les genoux de part et d'autre du siège avant. Si je voulais vraiment les poser ici, ce serait possible. Mais j'ai peur de me déboîter le genou, vous voyez. Dans la vidéo de premier trajet, vous l'avez peut-être vu, là c'était tout juste, je pouvais caser les genoux. Mais au fur et à mesure de cette semaine, j'ai eu tendance quand même à vouloir reculer un petit peu plus le siège pour être mieux installé. Et donc voilà ce que ça donne au final. Les genoux de part et d'autre, donc c'est pas génial. Par contre, au niveau de la hauteur disponible, pas de problème. Au niveau des pieds, je peux les glisser sans problème sous le siège avant. Donc là, pas de problème également. Si on descend, on a un toit ouvrant avec Velum disponible en option, mais pas sur la version SW, uniquement sur la berline. On a 4 poignées de maintien. Il y en a une aussi pour le conducteur, avec 2 petites lumières à l'arrière également. On descend encore. On a à l'arrière des sièges avant des filets de retenue sur les 2 sièges avant. Très beaux sièges d'ailleurs qu'on détaillera dans un instant. Ils sont optionnels au niveau du revêtement. C'est des sièges haut de gamme sur cette finition GT. En option, attention, c'est 2 séries sur la GT exclusive. Je descends encore. On a à l'arrière de la console centrale 2 prises USB-C, un petit espace de rangement et on a un tunnel de transmission. Donc celui qui va s'installer au centre, il n'aura pas beaucoup de place. Il aura forcément un dossier qui sera plus rigide parce qu'on a sur ce dossier eh bien, le double porte-gobelet. Et en plus de ça, pour mettre les pieds, ça va être un petit peu compliqué. Bref, c'est pas le grand luxe en termes d'espace disponible. Malheureusement, dans cette voiture qui n'est pas sur une plateforme qui n'accueille que de l'électrique puisqu'elle existe également en thermique. Et donc, on ne peut pas maximiser l'espace intérieur et notamment l'espace qu'on va consacrer aux passagers arrière. Voilà, je pense avoir fait le tour ici à l'arrière. Vous le constaterez, c'est pas son argument de vente principal. Ce sera donc le premier petit bémol. Tout ça dépendant évidemment de votre usage. Si vous êtes beaucoup plus petit que moi et que vous transportez rarement des personnes à l'arrière, franchement, vous n'en aurez que faire. Si vous êtes une famille avec des ados qui sont plutôt grands, allez clairement voir ailleurs. Cette voiture ne vous conviendra sans doute pas, ou c'est en tout cas pas celle qui vous conviendra le mieux. Ça va dépendre un petit peu des usages et des habitudes de chacun. L'intérieur de cette 308, eh bien, je l'ai trouvé d'emblée plutôt accueillant. Visuellement, c'est valorisant. On n'a pas trop de piano black. En tout cas, il n'y en a pas sur la console centrale. Le revêtement des sièges optionnel fait très cosy, très premium. J'y reviendrai quand on sera sur la route dans un instant. Dans cet intérieur, rien à dire non plus concernant les assemblages. C'est très correctement réalisé. Alors, on n'échappe pas à quelques plastiques durs, mais dans l'ensemble, franchement, les matériaux sont bien choisis et c'est bien ajusté. Le seul bémol pour moi, mais c'est un parti pris,
on aime ou on n'aime pas, c'est cet écran instrument qu'on doit regarder par-dessus le volant, ce qui limite les possibilités de réglage du volant et du siège. Certainement, si vous êtes grand, un conseil, allez essayer avant de vous décider pour vérifier que ça vous convient bien. Personnellement, je reste un peu frustré. J'ai quand même le volant qui est un petit peu dans les jambes, ayant forcément du coup des grandes jambes, mais je dois dire que je m'y suis fait cette semaine. J'ai pas été mal assis cette semaine, mais je n'aime pas cette contrainte de devoir descendre le volant pour pouvoir regarder l'écran instrument par-dessus le volant. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. C'est parti pour la description de l'intérieur avec sur la portière conducteur en partie haute, rien du tout. En partie intermédiaire, la commande d'ouverture et la poignée de fermeture, ainsi que les vitres et rétroviseurs électriques et le verrouillage centralisé. Plus bas, le vide-poche, de capacité correcte, mais qui ne dispose pas d'un fond antidérapant. À gauche du volant sur le tableau de bord, on a entre autres la commande d'ouverture du coffre et le témoin de préchauffage de la voiture. Le volant à réglage manuel. À gauche, les aides à la conduite, limiteur de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif et conduite assistée, avec réglage de la distance également par rapport à la voiture qui précède. Et puis à droite, le volume, la commande vocale, le téléphone et l'appel du petit menu audio dans l'écran instrument qui permet facilement de passer d'un favori radio à l'autre. Franchement, c'est très très pratique. Derrière le volant, les commodos, à gauche, les clignotants et les éclairages, à droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Et puis entre les commodos et le volant, on a également les palettes qui se situent ici derrière le volant et avec lesquelles on va pouvoir moduler la récupération d'énergie. J'y reviendrai également sur la route. Ensuite, l'écran instrument de 10 pouces de diagonale, dont le contenu est personnalisable via les boutons aux extrémités des commodos. Alors en termes de personnalisation de cet écran, deux possibilités. D'une part, via l'extrémité du commodo de gauche, là vous allez changer la totalité de la présentation, avoir plusieurs présentations disponibles. On a d'ailleurs le cockpit 3D, le iCockpit 3D sur cette voiture, mais vous pouvez le passer en 2D si vous le souhaitez via les menus. Et puis à droite, on a l'apparition des informations de conduite. Là, c'est très facile. Vous appuyez une première fois consommation instantanée, une deuxième fois itinéraire 1 avec nombre de kilomètres, vitesse moyenne et moyenne de consommation. Même chose, une pression supplémentaire pour l'itinéraire 2. Ensuite, vous attendez quelques secondes et tout ça va disparaître. À partir du commodo de gauche, là, c'est vraiment la présentation que vous allez pouvoir changer. On est ici sur une présentation assez complète avec les informations principales au centre. On a à droite la navigation et à gauche la partie audio. Si j'appuie une première fois, et bien là, on va se retrouver avec les informations de conduite en partie centrale. On ne devrait plus appuyer ici à droite. À droite, les informations liées plutôt à la batterie, à la puissance récupérée, à la puissance qui est délivrée. Et puis à gauche, les aides à la conduite. Et tout à gauche, les informations principales concernant l'autonomie restante, le kilométrage réalisé ou encore la position du sélecteur de sens de marche par exemple. Donc là, on a vraiment beaucoup d'informations. J'appuie encore. Là, on a la priorité qui est donnée aux aides à la conduite, avec notamment la distance par rapport au véhicule qui précède, qu'on va pouvoir moduler, etc. La possibilité pour la voiture de voir correctement les lignes latérales. Donc tout ça est bien mis en avant. Les autres informations restent inchangées à gauche et à droite. J'appuie encore. Et là, on a encore une présentation différente avec les informations concernant le kilométrage restant au niveau de la batterie à gauche. À droite, on a le niveau de la batterie et au centre, des informations mélangées qui sont les informations principales, la puissance délivrée à droite, les aides à la conduite au centre. J'appuie encore une fois. Là, on a encore une présentation différente qui fait la part belle cette fois à la navigation, les autres informations étant mises un peu sur le côté. J'appuie une nouvelle fois et là, on retrouve l'écran qu'on avait tout à l'heure avec à gauche la partie audio, à droite la partie navigation et au centre toutes les informations. Il y a vraiment beaucoup d'infos. Certains disent ah oui, il y a trop d'infos, on capte pas bien. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup d'infos dans l'écran instrument, ce qui évite de devoir aller chercher des informations en appuyant sur des boutons, etc. Tout est toujours disponible immédiatement et ça, je trouve ça plutôt pratique. Ensuite, plus en arrière, pas d'affichage tête haute à travers le pare-brise de cette voiture, ni de série, ni en option. Il ferait d'ailleurs double emploi avec le iCockpit puisqu'on le regarde par-dessus le volant. Au centre de la planche de bord, un peu plus bas que l'écran instrument, on a l'écran central d'infodivertissement d'une diagonale lui aussi de 10 pouces. J'y reviens dans un instant. Plus bas, les iToggles, de grosses touches virtuelles personnalisables. C'est très pratique. J'avais découvert ça, je pense, dans le E3008. Très pratique, mais pas de série sur toutes les finitions. Attention. Juste en dessous, des commandes physiques
physique est lié au centre, au chauffage et à la climatisation. À gauche, on a également le bouton rotatif du volume et le bouton voiture qui amène directement vers les aides à la conduite. Et puis à droite, on a les feux de détresse. Plus bas encore, l'espace de recharge pour smartphone, recharge par induction avec un seul emplacement disponible. Plus en arrière, à gauche, le bouton de démarrage, le sélecteur de sens de marche, les modes de conduite, éco, normal et sport, et le frein de parking électrique. Et puis à droite, un vide-poche tout au fond. On a également une prise 12 volts et une prise USB-C un petit peu plus en arrière. Et puis plus en arrière encore, en dessous du petit volet roulant, on a les deux inévitables porte-gobelets. Plus en arrière encore, un petit vide-poche, et quand on ouvre l'accoudoir central qui s'ouvre en deux parties de manière latérale, eh bien on constate la présence d'un espace de rangement qui n'est pas profond du tout. Par contre, il est recouvert d'un petit antidérapant qu'on peut retirer, voilà, qui est pratique pour nettoyer tout ça. Et l'espace, en l'occurrence ici, dispose également d'une prise USB-C. Coup d'œil dans la boîte à gants, enfin, elle est de contenance tout à fait correcte et elle est réfrigérée. Et puis la petite porte de la boîte à gants, elle, est recouverte de feutrine. Allez, avant de prendre la route et que je vous livre mes impressions, après une semaine au volant de cette voiture, on va un petit peu s'intéresser au système d'infodivertissement. Alors, le problème principal de ce système, c'est que on a privilégié les petites animations un petit peu sympathiques au détriment de la fluidité. Et selon moi, alors soit il fallait mettre un processeur un petit peu plus puissant, ou bien se passer des petites animations et privilégier la fluidité, ce qui est quand même l'essentiel au quotidien. Quand on est sur l'écran par défaut, c'est celui-ci, eh bien on a des petits widgets ici à gauche, navigation, aide, mirror screen, donc c'est là que vous verrez apparaître Android Auto ou Apple CarPlay, et puis les paramètres. Ici on a le chauffage, possibilité de régler le chauffage indépendamment pour le conducteur et le passager. J'ai désactivé la climatisation pour qu'on puisse s'entendre dans la voiture. Ensuite, en partie supérieure à droite, on a la connectivité, donc l'heure, connectivité de la voiture, signal 4G, Bluetooth, etc. Et puis à gauche, on a la température. En l'occurrence, ici, 14 degrés, 15 degrés à l'extérieur. Et quand la climatisation est activée, je vais la réactiver. Voilà, on a les infos liées à la climatisation qui se trouvent ici. Si je veux passer d'une page à l'autre, c'est possible. Un petit swipe vers la droite, balayage vers la droite en bon français. On a ici la navigation. On a ici le fonctionnement électrique de la voiture. Je passe encore à droite et tout ça est personnalisable évidemment. J'ai le petit massage ici, patte de chat, j'adore. Je vais garder le patte de chat, il est très très bien. Ensuite, réglage pour les sièges, de nouveau mirror screen, mur d'application, etc. Et si j'appuie et que je maintiens appuyé, voilà, je vais pouvoir me retrouver dans le menu de personnalisation et personnaliser tant les différents panneaux de l'écran instrument derrière le volant. Donc là, il y a vraiment moyen d'aller très très loin, de pousser très très loin la personnalisation. C'est vraiment très chouette. Et puis également personnaliser l'écran tactile. On va revenir en arrière. Voilà, vous voyez ces petites animations dont on se serait bien passé. Ensuite, je crois que je suis sur la dernière page. Oui, alors vous voyez, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que selon l'endroit où vous allez faire le balayage, il peut y avoir des petits ratés. Si, par exemple, je fais le balayage trop près ici, bah forcément, je vais balayer d'une fonction à l'autre. Donc, c'est dommage d'avoir une fonction par balayage et un sous-balayage disponible également sur certaines fonctions. Ça aurait dû être vertical ici. Comme ça permettait d'avoir un balayage qui fasse toujours la même chose et qu'on ne doive pas chercher un endroit libre sur l'écran pour balayer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vais le faire au centre ici. Ici, pas de problème. Ici, vous voyez, c'est la même chose. Si je fais ça, je vais zapper d'une radio à l'autre, vous voyez. Alors que ça aurait été bien d'avoir un balayage vertical pour les radios et horizontal, quoi qu'il arrive, pour passer d'un écran à l'autre. C'est un détail, mais c'est dans les détails qu'on fait la différence. J'espère que vous n'entendez pas les moteurs du massage. Moi, je les entends, mais ça fait plaisir quand même. Alors, dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, les paramètres classiques, ici, le profil du conducteur, la personnalisation, des affichages, couleur de l'écran, couleur intérieure, etc. Vous allez par exemple pouvoir choisir ici une couleur pour l'intérieur. Personnellement, le bleu, je suis moyennement fan. Tiens, voilà, je vais repasser vers le blanc. La connectivité, les appareils, réseau Wi-Fi, confidentialité, etc. Les paramètres système, luminosité, luminosité de l'éclairage intérieur, l'audio, les paramètres audio, paramètres de la radio, paramètres du volume, assistant vocal, véhicule et mise à jour, puisque cette voiture peut recevoir des mises à jour OTA, over the air, c'est-à-dire sans passer chez le concessionnaire. Bon, ce qui nous intéresse, c'est d'aller à Marseille, évidemment. On va donc se rendre dans le système de navigation. Alors là, c'est la pire configuration pour aller à Marseille, puisque je suis à 11% de niveau de charge de batterie.
11% avec 34 km restants. C'est vraiment la pire des situations. Donc évidemment, si j'étais à 100%, eh bien j'aurais un arrêt de moins. Alors, Marseille Centre. Allons-y. Voilà, nous avons un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, 4 arrêts, 5 arrêts, 6 arrêts. Voilà, 6 arrêts au total, 5 si la voiture partait avec 100%. Ce que je vous conseille évidemment si vous entamez un très très long trajet, on l'a dit, 80% au quotidien, mais 100% quand vous en avez réellement besoin. Donc 6 arrêts ici, 5 arrêts en l'occurrence si la batterie était à 100% avant l'arrivée à Marseille, après 1025 km à 23h37, 2h20 de recharge. Alors c'est beaucoup bien sûr que d'autres voitures font beaucoup mieux aujourd'hui avec des plateformes 800 volts et ça ne va faire que s'améliorer durant les prochaines années, c'est évident, avec BYD notamment qui vient de présenter une batterie qui propose alors c'était quoi, c'était 1097 1097 ou 2097 2097 en quelque chose comme 9 minutes et le 1070 je pense, un truc comme ça en 5-6 minutes par là, c'est absolument affolant. Alors encore faut-il évidemment pouvoir trouver des chargeurs qui délivrent une telle puissance, mais si votre crainte, petite parenthèse, en 2035 quand il y aura une quasi-interdiction totale des moteurs thermiques, c'est que l'autonomie ne soit pas suffisante et que la vitesse de recharge ne soit pas assez rapide, je peux vous dire qu'on aura réglé tous ces problèmes-là bien avant ce moment-là. On commence à avoir dans des véhicules haut de gamme, et notamment celui de la semaine prochaine, la BMW iX3, des autonomies WLTP au-delà de 800 km, 810 en l'occurrence. Alors on verra combien elle fera dans la vraie vie, mais c'est pas vraiment un souci et on est sur des architectures 800 volts, ce qui veut dire qu'on a des temps de recharge qui déjà aujourd'hui sont vraiment diminués. On parle aux alentours d'une vingtaine de minutes toujours pour cette BMW iX3 pour passer de 10 à 80%. Autant vous dire qu'en 2035, c'est-à-dire dans une éternité, eh bien on sera encore bien en dessous de ces valeurs-là. Ça évolue à une vitesse vraiment très très importante. Alors est-ce qu'ici c'est un vrai problème? Si vous allez 2 fois par an à Marseille, si vous allez une fois par an, autrement dit dans le sud de la France, au départ de la Belgique ou du nord de la France, et que vous avez cette voiture, est-ce que ça vous posera problème? Alors c'est moins confortable qu'une voiture qui recharge beaucoup plus vite, mais au quotidien vous vous en fichez, donc ça n'a pas d'importance. Et si c'est une fois dans l'année avec un aller et un retour, donc 2 trajets, c'est pas très très grave, c'est pas ça qui doit déterminer quelle voiture vous allez acheter, ou en tout cas si ce critère est vraiment important pour vous. Par contre, si vous n'avez pas possibilité de recharger à la maison, si vous n'avez pas possibilité de le recharger au travail, que vous rechargez exclusivement sur le courant continu, sur des superchargeurs, là évidemment c'est sans doute pas la voiture qui vous convient, puisque le temps de recharge au superchargeur est assez élevé, en tout cas dans une moyenne très très haute. Donc voilà, c'est en fonction de vos habitudes. C'est pas, je veux dire, il faut pas la voiture avec toutes les caractéristiques positives, il faut en tout cas que les caractéristiques qui sont importantes pour vous soient positives. Le reste, ça n'a pas d'importance. Si vous êtes célibataire sans enfant et qu'il n'y a pas de place à l'arrière, c'est pas très grave. Alors, si je visionne les différents arrêts, je les ai ici à droite. Ils sont détaillés, voilà, avec à chaque fois, eh bien, le pourcentage à l'arrivée, le pourcentage au moment du redémarrage, le temps que vous allez passer sur place, la recharge, la puissance de la recharge et l'heure à laquelle vous arrivez sur place. Tout ça est extrêmement bien détaillé avec à chaque fois les kilomètres que vous allez parcourir entre les différents arrêts. Vous allez rouler 1h39, 1h27, 1h40. Voilà, on sera entre 1h30 et 2 heures de roulage à chaque fois entre chaque arrêt. Effectivement, voilà, certains voudraient 2 heures, 2h30 plutôt, ou 3 heures peut-être pour certains. Rappelons qu'il est intéressant également de faire des pauses régulières. Voilà, si votre obsession c'est de ne pas vous arrêter, n'allez clairement pas choisir cette voiture. Si vous voulez voyager tranquillement, vous faites éventuellement le trajet en 2 jours avec une petite pause, vous n'êtes pas pressé. Franchement, cette voiture au quotidien, vous ne ressentirez pas ce point négatif qui ne se ressent que sur très long trajet. Et sur long trajet, eh bien, vous prenez le temps et tout va bien. Allez, avant de prendre la route et que je vous livre mes impressions après une semaine au volant, on revient sur l'écran par défaut. Je passe la marche arrière et on a un aperçu des vues caméra. Alors voilà, système qui n'est sans doute pas le meilleur, qui n'est pas le moins bon non plus. On a une relativement bonne définition des images renvoyées par les caméras, notamment ici la caméra arrière. On a ici la vue vers l'avant et ici la vue élargie vers l'arrière. Voilà, on va revenir ici, et on a ici, vous le voyez, possibilité d'aller d'une caméra à l'autre. Voilà,
en gardant la vue à 360 degrés ici à droite intacte. Moi, je trouve ça plutôt efficace. Je disais, c'est pas le meilleur système, il n'y a pas de vue 3D, etc. En même temps, la vue 3D, ça sert pas à grand chose. Mais l'essentiel est là, avec tous les petits réglages nécessaires, possibilité de couper les bips de stationnement. Voilà, ça fait le job, c'est pas mal. Et ce qui est important, c'est que ce soit assez fin au niveau de la définition, ce qui est le cas. On va donc pouvoir fermer ceci. Je me mets sur D et je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. C'est parti. Pour démarrer, il faut toujours pousser sur le bouton de démarrage. Dommage, on aurait pu s'en passer. Ensuite, avec le pied sur le frein, vous choisissez D ou R avec le sélecteur de sens de marche et vous pouvez vous élancer. Au rayon des bips, alertes et aides en tout genre à couper, il n'y aura que le bip de survitesse, le reste fonctionne très bien, sans excès de zèle, et pour le couper, eh bien, merci à celles et ceux qui m'ont communiqué l'info sous la vidéo premier trajet, pas la peine d'aller dans le menu correspondant, un appui long sur la touche voiture sur le tableau de bord suffit, c'est donc ergonomique, ce qui change tout au quotidien. Je vous le disais tout à l'heure, le revêtement trimatière des sièges qui équipent cette voiture d'essai est optionnel sur cette finition GT, de série sur la finition supérieure GT exclusive. Ce sont dans ce cas-là des sièges AGR à réglage électrique pour le conducteur avec mémoire, des sièges particulièrement étudiés, particulièrement confortables. Sièges avant et volant sont également chauffants dans cette voiture d'essai et les possibilités de réglage assez étendues vont aider à trouver sa position de conduite idéale et vont compenser un peu les concessions qui sont induites par l'obligation de regarder l'écran instrument par-dessus le volant. Le maintien latéral est excellent et côté confort, je l'ai dit, le compromis il est vraiment convaincant. Franchement, on n'est pas mal installé dans cette voiture, bien au contraire, et ces sièges contribuent largement au confort qu'on peut ressentir au volant. Toutes les aides à la conduite sont bien calibrées dans cette voiture. Je vous le disais il y a un instant, au démarrage, seule l'alerte de survitesse est à désactiver. Facilement d'ailleurs, alors non pas que j'ai envie de rouler plus vite que la vitesse maximale autorisée, mais comme dans chaque voiture qui lit les panneaux, qui croit bien lire et interpréter les limitations de vitesse, il y a des couacs, mais donc c'est pas propre à cette voiture, c'est dans toutes les voitures, et donc je désactive systématiquement. Le reste, alerte d'attention, alerte active de sortie de voie, etc. est très bien calibré, rien à signaler, aucune raison donc de les désactiver. C'est donc une voiture contre laquelle on ne doit pas se battre en permanence, mais avec laquelle on va voyager plutôt sereinement. Tout est à sa place, tout fonctionne correctement. Bon, un petit bémol quand même, je dois vous avouer que cette semaine, une seule fois, le système d'infodivertissement, les deux écrans en fait, infodivertissement et instrument, tout a redémarré, la voiture s'est mise à biper et puis tout a redémarré. Ça n'a entravé en rien le bon fonctionnement de la voiture, j'ai pu continuer à rouler normalement, mais voilà, c'est arrivé, l'ensemble a redémarré en une fois et quand ça arrive, c'est vrai que c'est pas très rassurant. Cette E308, c'est avant tout une Peugeot et donc effectivement, elle est agréable à conduire, son comportement est précis, le petit volant va inciter à se faire plaisir, 3 modes de conduite sont au programme, on l'a vu tout à l'heure, mais celui qu'on va utiliser le plus souvent, c'est le mode normal. Très bon compromis entre performance et consommation. Et quoi qu'en disent certains, sauf si vous venez d'une Tesla Model 3 Performance, évidemment, et que vous êtes habitué aux accélérations genre coup de pied dans le derrière, quoi qu'on en dise, les performances plutôt modestes de cette E308 sont pourtant largement suffisantes au quotidien pour la grande majorité des automobilistes. À vous de voir évidemment en la matière où vous souhaitez mettre le curseur. La gestion des bruits de roulement et des bruits aérodynamiques, elle est bonne dans cette voiture, rien à signaler. Même en présence sur cette voiture d'essai des plus grandes jantes disponibles, des jantes de 18 pouces. Un mot concernant le système sonore, mélomane, attention, celui qui est proposé de série fonctionne globalement très bien, mais petite frustration, un système focal à 10 haut-parleurs est proposé en option, mais indisponible sur la version 100% électrique, pour une raison que j'ignore, mais c'est dommage. 10,95 mètres, 10,95 mètres sur la berline, 11,13 mètres sur la version break SW dont l'empattement est 6 cm plus grand. Ce sont les valeurs revendiquées par cette voiture concernant le diamètre de braquage. Alors, dans les faits, cette semaine, j'ai pas trouvé le gabarit de cette voiture pénalisant. Dans les manœuvres, on peut compter sur le système de caméra à 360 degrés, on l'a vu. Il est de série sur la finition supérieure GT exclusive. Sinon,
c'est en option. Et cette politique d'option d'ailleurs reste un petit peu dommage. Petite parenthèse, quand on voit ce qui arrive notamment de Chine, avec des voitures qui sont toutes équipées, chez Tesla également, en la matière c'est du tout compris, continue avec cette politique d'option qui rend à peu près tout optionnel et qui fait vite grimper la note, y compris le chargeur à induction sur cette finition GT qui pourtant n'est pas une finition d'entrée de gamme. Le chargeur à induction est en option. Tout ça est un peu mesquin et peut-être même un peu dangereux. Je ferme la parenthèse. Donc avec cette aide précieuse, la caméra à 360 degrés et la définition, on l'a vu, qui est plutôt convaincante, eh bien manœuvrer ne pose aucun problème, pas de souci. Concernant la récupération d'énergie, je vous en ai parlé dans la vidéo premier trajet, plusieurs réglages sont disponibles, ajustables via les palettes derrière le volant, plusieurs réglages, 3 niveaux en fait, qui vont vous permettre d'ajuster la récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur en fonction du type de route empruntée, en fonction de vos préférences. Alors moi, vous le savez, j'aime la conduite à une pédale et donc la récupération élevée. Et là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que le réglage reste en mémoire d'un trajet à l'autre, ça c'est très bien. La mauvaise par contre, c'est que la voiture, si vous levez complètement le pied de l'accélérateur, ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Dommage. Un petit rappel à ce sujet, attention de ne pas confondre conduite à une pédale et régulateur de vitesse adaptatif qui va jusqu'à l'arrêt complet. Dans le premier cas, conduite à une pédale, il s'agit de moduler le ralentissement en fonction de la position du pied sur l'accélérateur, plus ou moins enfoncé, avec pour la vraie conduite à une pédale la possibilité d'obtenir l'arrêt complet quand on lève complètement le pied de l'accélérateur. Dans l'autre cas, régulateur de vitesse adaptatif qui va jusqu'à l'arrêt complet, et bien là il s'agit d'activer un système de maintien de la vitesse, système qui ralentit puisque adaptatif s'il y a quelqu'un devant qui roule moins vite que vous et qui va donc jusqu'à l'arrêt complet si cette personne devant vous s'arrête à un feu rouge par exemple. Donc c'est pas parce qu'on a un système de régulateur de vitesse adaptatif qui va jusqu'à l'arrêt complet qu'on a une conduite à une pédale, ce sont deux choses différentes, la preuve dans cette voiture. Dès la finition GT, les phares sont matriciels sur cette voiture et cette semaine, ils ont parfaitement fonctionné. Ils s'allument quand c'est nécessaire, s'éteignent quand ce n'est pas ou plus le cas et restent en feu de route sur les routes pas ou mal éclairées tout en coupant une partie du faisceau lumineux pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. C'est le principe des feux matriciels. Franchement, ça fonctionne très très bien. Un mot concernant l'éclairage intérieur et là, on ne peut pas dire qu'on se soit démené chez Peugeot pour offrir à cet intérieur un éclairage avec de la personnalité. C'est assez basique, tant au niveau des éléments lumineux en eux-mêmes, au niveau des couleurs disponibles, il y a quelques couleurs, mais simplement voilà une petite ligne sur chaque portière, un éclairage assez basique sur la zone de recharge par induction et juste en dessous dans le petit vide-poche, franchement, peut mieux faire. L'autonomie théorique, c'est jusqu'à 426 km environ en cycle mixte norme WLTP sur cette version break généreusement équipée. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 5 et 18 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total entre 500 et 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-lieu de travail qui se font majoritairement sur autoroute. En ce qui me concerne, je vous le rappelle, en tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 16,5 kWh au 100. Cette valeur, elle va m'autoriser un peu plus de 300 km sur une charge complète, donc de 100 à 0% dans les conditions de parcours et météo de cette semaine, compte tenu de la capacité assez réduite de la batterie. C'est plutôt une petite batterie, c'est plutôt pas mal. Cette voiture, elle consomme peu. Avec moins d'autoroute et des températures plus clémentes, on pourra sans doute faire baisser encore cette moyenne et donc encore augmenter le rayon d'action en allant chercher 350 km, voire un petit peu plus. Franchement, c'est plutôt bien. Les prix, les voici pour la Belgique, la France et la Suisse. Je vous mets tout ça ici. 46 435 €, c'est le prix de départ de cette version en Belgique, à savoir la version Break SW avec la finition, l'avant-dernier niveau de finition avant le GT exclusive, c'est la finition GT. Les options dont cette voiture d'essai est équipée, on a la peinture métallisée, ici c'est le gris sélénium, 840 €, la sellerie dynamique Alcantara c'est 1300 €, le pack Vision 360 et Drive Assist Plus 1100 €, le kit de dépannage pneumatique 20 €, bah oui, et la recharge smartphone sans fil, ça aussi c'est une option, encore une petite mesquinerie,
qui coûte 150 €. Prix total de cette voiture d'essai en Belgique, 49 835 €. Ça commence à faire un petit peu cher quand même. Attention au nombre de niveaux de finition disponibles d'un pays à l'autre. On a par exemple 2 niveaux de finition, les 2 supérieurs en Belgique sur la berline, 3, il y en a un de plus sur la version SW. On a plus de niveaux de finition, je pense qu'il y en a 4 au total en France. Bref, consultez le configurateur en ligne de Peugeot qui correspond à votre pays. Configurez votre E308 idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel, on connaît ça depuis un certain temps, avec tous les avantages qui en découlent, notamment en termes de déductibilité. Pour les particuliers, c'est plus récent, ça s'appelle le Private Lease, et là aussi, il y a des avantages. Alors pas de déductibilité malheureusement, mais les autres avantages de cette formule de location longue durée, ils sont bien là, à savoir d'abord, une formule tout compris, donc vous payez tous les mois un montant qui est évidemment supérieur au montant pour un remboursement de crédit, mais tout est inclus. Vous avez donc lissé sur l'ensemble de la durée de possession de la voiture, les frais d'assurance, les frais de remplacement des pneus, les frais également de taxes et autres, tout ça est inclus dans la formule et donc vous payez tous les mois un montant qui sera toujours le même du premier au dernier mois. Il n'y a pas de surprise. Et puis, deuxième avantage de cette formule de location longue durée, c'est qu'au terme du contrat, vous n'avez pas à vous soucier de combien vaudra la voiture. Et aujourd'hui, avec cette période de transition technologique dans laquelle on se trouve, en passant de la voiture thermique à la voiture électrique, les valeurs résiduelles peuvent très très fort fluctuer. Et dans ce cas, ce n'est pas vous qui prenez le risque de la valeur résiduelle, de combien vaudra la voiture dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. C'est la société de leasing. Pour ces 2 bonnes raisons, mais il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à demander une offre via le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Demandez une offre, n'engage à rien. Petite précision avant de conclure, le fait que je passe une bonne semaine ou une moins bonne semaine au volant des voitures que j'essaie va dépendre d'un critère en particulier qui est un critère qui est souvent laissé de côté. Et c'est bien dommage au moment de choisir une voiture. Alors il ne s'agit pas de l'autonomie. L'autonomie, elle sera toujours suffisante pour mes trajets, dans mon cas précisément, puisque je fais une centaine de kilomètres par jour. Ça ne va pas être la puissance de recharge non plus, puisque je vais recharger principalement chez moi. J'ai la chance d'avoir une borne à mon domicile. Et donc, je peux recharger tous les jours et partir tous les jours avec une batterie chargée. Donc, c'est pas un critère important pour moi. Ça ne va pas non plus être la puissance. La puissance, elle est toujours suffisante dans le cadre d'une utilisation en bon père de famille au quotidien. Bien sûr, on aime se faire plaisir, mais avec la plupart des voitures électriques, c'est toujours très agréable et largement suffisant. Non, le critère numéro 1 pour moi, ça va être le critère de l'ergonomie. Est-ce que la voiture est bien pensée? Est-ce que tout tombe sous la main? Est-ce qu'elle est facile à vivre? Est-ce qu'elle est accueillante de ce point de vue-là? Et est-ce que les aides à la conduite sont bien conçues ou est-ce qu'on a envie de tout couper tout le temps parce que ça bip dans tous les sens? Ça, c'est vraiment le critère numéro 1 pour moi. Et je dois dire qu'au niveau de cette voiture, j'ai passé une très bonne semaine à son volant. C'est pas la plus puissante, c'est pas celle qui recharge le plus vite, mais c'est clairement une voiture qui est bien pensée d'un point de vue de l'ergonomie. Globalement, tout n'est pas parfait, mais globalement, c'est une voiture qui est bien pensée en termes d'ergonomie. Le fait d'avoir les high toggles, par exemple, le fait de pouvoir switcher d'un favori radio à l'autre facilement avec le volant. C'est toutes des petites choses mais qui au quotidien facilitent grandement la vie. Donc ce critère de l'ergonomie, il est parfaitement rempli par cette voiture. Alors d'autres critères viennent ensuite, comme le confort ou encore l'agrément de conduite, mais ces critères sont pour moi un petit peu secondaires. Elle est ergonomique, mais est-elle parfaite pour autant? Non, évidemment. On n'a pas de vraie conduite à une pédale, même si on a une récupération puissante, on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Le système d'infodivertissement privilégie les petites animations plutôt que la fluidité, c'est dommage. La place à l'arrière n'est pas gigantesque. Et puis, pas de volant capacitif, et ce volant qu'on doit régler assez bas pour ne pas masquer la vue vers l'écran instrument n'est pas non plus la solution idéale. Bref, quelques bémols, rien véritablement de rédhibitoire, rien qui justifie la petite campagne de dénigrement menée par certains sous la vidéo premier trajet consacrée à cette voiture. J'ai pas bien compris. Je pense que la plupart n'ont même pas regardé la vidéo et par principe, puisque c'est une voiture du groupe Stellantis, se permet de critiquer sans avoir regardé la vidéo et sans avoir essayé la voiture. Je trouve ça un petit peu dommage. Je suis pas là à dire que tout est parfait, bien au contraire, mais j'ai passé une excellente semaine au volant de cette voiture et dire le contraire, ce serait mentir.
À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Je vous l'ai dit, la semaine prochaine, vous l'attendez avec impatience, et moi aussi d'ailleurs, ce sera l'essai de la BMW iX3. Ensuite, on ira chez MG, on a essayé le SUV MG S5 EV, et bien là ce sera le MG S6 EV, son grand frère. J'avais été particulièrement impressionné par les prestations du MG S5 EV, et notamment justement concernant l'ergonomie générale, un petit menu à la Renault Dacia pour configurer tout ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, le rappeler facilement, etc. On verra ce qu'il en est dans ce MG S6 EV. On ira ensuite chez Jeep avec forcément des composants qui seront un peu semblables à ce qu'on retrouve dans cette voiture, puisqu'on est également chez Stellantis avec le Jeep Compass dans sa version 100% électrique. Ensuite, en avril, une autre voiture très attendue, le petit SUV EV2 de Kia, voiture super mignonne, super maligne, très intelligente du point de vue de sa conception. J'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine. C'est confirmé. Alpine A390, Alpine A390, eh bien elle sera aussi à l'essai dans un très beau gris mat. D'ailleurs, ça changera du bleu Alpine qu'on voit très régulièrement. À l'essai donc bientôt sur Charging Station. Et puis un autre essai très attendu, ce sera chez Tesla avec la Tesla Model 3 dans sa version standard. J'avais pris le volant il y a quelques semaines du Tesla Model Y dans sa version standard. J'avais été très impressionné quand même par le niveau de prestation et certainement le rapport prix-prestation. Est-ce que ce sera le cas également sur cette Tesla Model 3 standard? Eh bien, pour le savoir, évidemment, restez fidèles à Charging Station, comme vous l'êtes d'ailleurs extrêmement nombreux chaque semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager également. Ça aide à faire grandir la chaîne. Et puis, si vous voulez discuter, dans le respect évidemment et la bienveillance, vous pouvez toujours le faire en posant des petites questions ou en notant vos commentaires en dessous de la vidéo. Merci de votre fidélité à Charging Station et à bientôt.